Et bienvenue à tout le monde. C'est donc la 5e table ronde que nous organisons depuis le mois d'octobre sur la pandémie et divers aspects en lien avec la francophonie. On a vu les questions de santé, de droit linguistique, de d'impact sur la société, sur nos communautés. Et nous terminons donc aujourd'hui en réfléchissant avec quatre invités sur les effets, les défis de la pandémie et de l'éducation en Ontario et donc dans nos communautés qui vivent en situation minoritaire. Donc, un grand merci pour votre présence et puis pour les débats et les discussions qui vont commencer, qui vont se poursuivre, puisqu'on a encore quelques mois de pandémie devant nous, je pense. Donc, la réflexion est toujours pertinente. Merci à Nathalie, je te laisse la parole et bonne table ronde. Merci beaucoup. Avant de commencer comme tel, je vais aussi laisser la parole à Mona Paris qui vous parlera aussi du laboratoire, qui vous présentera le laboratoire, puisque le panel d'aujourd'hui est un événement conjointement organisé par le Collège des chaires, la chaire de recherche dont je suis la titulaire, mais aussi le laboratoire. Donc, Mona va dire quelques mots. Juste avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler, c'est ça, peut-être d'indiquer votre nom au long dans la fenêtre Zoom, puisqu'au moment des questions, ce sera plus facile pour nous de vous donner la parole au moment de la période de questions. Et bien sûr, de placer votre micro en position muette là, quand vous ne prenez pas la parole. Voilà, Mona, quelques mots de ta part au sujet du laboratoire. Merci Nathalie, merci Eric. Donc Nathalie Bélanger et moi-même sommes membres du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Et là, la conférence d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans le cadre des midi-conférences que nous organisons pendant l'année. Et donc, je voulais vous dire quelques mots sur le laboratoire. C'est un réseau de chercheurs et de praticiens à l'université et à l'extérieur qui cherchent à promouvoir, mais aussi à pratiquer vraiment la recherche et la formation interdisciplinaire en matière des droits de l'enfant. Donc, nous organisons plusieurs événements par année. Et je voulais dire justement, si vous ne suivez pas encore nos activités, si vous êtes intéressé à suivre nos activités, comme par exemple les midi-conférences, vous pouvez nous envoyer un courriel et puis on peut vous rajouter sur notre liste d'envoi. Également, vous pouvez nous suivre sur Twitter. En fait, vous aurez toutes ces informations-là sur nos pages web qui sont, donc ce sont les pages web du laboratoire, mais à l'intérieur du site de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, comme nous sommes inscrits dans le cadre de la faculté de droit. Je pense qu'il suffit de faire un Google pour Elrid faculté de droit U-Ottawa et puis vous trouverez nos pages pour trouver les adresses courriels, etc. Donc, ça nous fait très plaisir d'organiser là aussi, de co-organiser vraiment cet événement ensemble aujourd'hui et de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, Mona. Donc, on va commencer ce panel et je suis très, très contente d'accueillir nos 4 panélistes aujourd'hui. Je vous les présente brièvement et merci aussi à tous ceux qui se joignent à nous, qui se branchent là en ligne. Donc, vous aurez la possibilité après la période de questions d'abord adressées à nos 4 panélistes, de poser vos propres questions aussi à nos invités. Donc, je vais présenter d'abord Mélanie Landry, qui est là avec nous aujourd'hui.
Mélanie, qui est enseignante au secondaire en milieu rural au Nouveau-Brunswick, mais qui détient aussi des responsabilités additionnelles. Hein, je pense, Mélanie, ça se rapproche peut-être de responsabilités un peu comme pour une direction adjointe peut-être d'une école. Donc, bienvenue Mélanie et merci d'être là surtout. Ensuite de ça, ça me fait plaisir aussi de vous présenter Julie Caron, qui fait partie à titre de directrice principale volet apprentissage numérique au groupe Média TFO. Donc, Julie, après avoir complété des études en santé, s'est intéressée au monde de l'éducation et cela depuis maintenant, je pense, une trentaine d'années, Julie. Hein? Rapidement, elle s'est intéressée. D'abord en éducation, elle a travaillé auprès des élèves à besoins particuliers et ensuite, elle s'est beaucoup intéressée aux technologies et au numérique au service des apprentissages. Donc, elle a même travaillé pendant une dizaine d'années à l'Université d'Ottawa, à la Faculté d'éducation, dans le centre de ressources de la Faculté d'éducation. Donc, c'est un plaisir de te retrouver, Julie, aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que le groupe Média TFO s'est vu confier de nouvelles responsabilités l'an dernier, suite notamment à la pandémie de la COVID-19, mais aussi pour toute la question de l'apprentissage numérique. Donc, il y a des plateformes, mais certainement, Julie, tu auras peut-être l'occasion de nous en reparler, mais toute la plateforme IDELO, hein, qui comprend 12 000 ressources numériques au service des élèves et des enseignants, je pense de la maternelle jusqu'à la 12e année. Donc, vous avez maintenant des responsabilités nouvelles aussi de formation des enseignants, de liens entre enseignants et parents. Donc, de beaux défis pour le groupe Média TFO. Il y a aussi une bibliothèque de littérature jeunesse, donc avec des ressources en ligne, avec votre outil que vous appelez Bookily. Donc, je pense que peut-être que tu pourras en parler aussi. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Julie. Ça va être intéressant d'entendre ce que vous avez à dire. Ensuite, nous avons aussi Sylvie Petroski, directrice de l'éducation au Conseil scolaire de district catholique des Grandes-Rivières de l'Ontario. Donc, c'est très intéressant aussi d'avoir une voix aujourd'hui avec nous de ce conseil scolaire. Alors, Sylvie est engagée depuis longtemps auprès de la jeunesse catholique francophone et dans différents organismes. Donc, merci beaucoup d'être là, Sylvie, aujourd'hui. Et enfin, nous avons une autre Sylvie, c'est pas la Sylvie Tremblay, qui est directrice de l'éducation et secrétaire trésorière au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qu'on appelle communément le CPO. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui aussi et on a bien hâte de vous entendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va procéder par tour de rôle. On a à peu près 4 questions à vous poser. Donc, l'une après l'autre, on vous suggère peut-être d'y répondre à peu près en 5 minutes pour assurer un tour là, de réponse entre vous. Et à la fin, on prendra les questions, évidemment, des personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Donc, les effets de la pandémie en éducation, c'est un thème fort important. Et l'éducation, comme la santé, est une institution importante dans nos vies, mais dont on entend peut-être plus rarement parler en ce moment. Hein. Tout va vers la santé pour des raisons, bien sûr, que l'on comprend en ce moment. Donc, on est très, très content aujourd'hui de vous avoir parce que vous êtes un peu nos antennes sur le terrain pour nous permettre de mieux comprendre comment ça se passe en éducation, comment ça se vit, quels sont les défis, quels sont les obstacles, quels sont les moyens mis en œuvre aussi pour répondre à ces défis-là. Et on entend quand même des voix qui se multiplient de part et d'autre et qui montrent à quel point la pandémie est un révélateur d'inégalités. Au Canada, dans les
dans les diverses provinces, territoires, mais aussi ailleurs dans le monde. Et on voit que ce sont des inégalités qui risquent de se creuser davantage, puisqu'on peut lire de différents articles, soit grand public ou articles scientifiques, qui montrent que l'écart entre les très riches et les plus pauvres, les écarts ne cessent de se creuser davantage. Et à l'école, face à des épidémies, la pandémie, mais aussi des épidémies plus situées qui tardent à s'essouffler, mais les effets se font sentir, bien sûr, dans nos écoles, auprès du personnel enseignant, des parents et des élèves. Des effets qui se font sentir, notamment suite au confinement, suite aussi à l'école virtuelle. Des effets notamment liés au fait que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de socialisation pour les plus jeunes comme pour les adolescents. Donc, un lieu important où on se retrouve entre amis. Alors, quand on est privé de nos amis, donc, il se crée là des effets qui se font sentir. Dans les écoles de langue française, aussi des effets qui se font sentir par rapport à des conversations spontanées qui n'ont plus lieu finalement dans des écoles pendant des périodes de confinement ou d'école à la maison, à partir du domicile. L'école est aussi un filet social important qui permet des suivis, des signalements, un travail conjoint avec les services d'aide à l'enfance qui permet d'assurer et de servir, par exemple, des petits déjeuners à des élèves qui sont dans le besoin. Par rapport à l'apprentissage virtuel, il y a des défis là aussi qui se posent, qui sont quand même importants. Pensons par exemple aux parents qui sont des travailleurs essentiels, qui sont parfois, qui ont des statuts précaires et qui doivent cumuler plusieurs emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille, ce qui crée des situations qui peuvent être difficiles pour fournir de l'aide à leurs enfants quand ils doivent faire un apprentissage à partir du domicile, qui les expose aussi à contracter le virus de façon, ils sont plus exposés que d'autres face à la COVID-19, de par le fait justement qu'ils doivent multiplier les lieux de travail, etc. Il y a des défis aussi pour des parents qui se trouvent en situation de télétravail, donc avec les enfants à domicile. Ça peut être difficile d'agencer les horaires des uns et des autres. Il y a aussi, se pose la question finalement de l'accès à des équipements, à toutes les technologies, l'accès à des ordinateurs, à des connexions fiables. Ça aussi, ça peut poser des défis certains. Des défis au niveau de la formation des enseignants. Sont-ils prêts? Comment se préparent-ils pour appuyer des apprentissages à distance? Donc, il y a aussi là des défis qui se posent. Et on voit que la COVID-19 affecte aussi les régions, les quartiers, les écoles, les groupes sociaux de façon tout à fait différente. Et il y a aussi des aspects entre le milieu urbain, semi-urbain, rural, dont on pourra certainement parler puisque nous avons des panélistes de différents milieux. Donc, si, par exemple, en milieu rural, les éclosions sont peut-être moins importantes, il y a quand même des défis qui se posent par rapport à l'anxiété, l'angoisse, le stress d'élèves qui sont peut-être privés de voir leurs amis, d'aller à l'école, etc. Donc, c'est un peu de tout ça dont on parlera aujourd'hui. Et comme je le disais, on va y aller à tour de rôle. Mona et moi, nous poserons les questions d'abord aux panélistes et ensuite, tous ceux qui se branchent et qui s'ajoutent là, petit à petit avec nous, vous serez les bienvenus pour ensuite poser vos questions. Donc, la première question, c'est assez simple, hein, c'est en fait, on voit que, et comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, on a des données qui nous révèlent des inégalités quand même assez importantes par rapport à la pandémie, selon les groupes, selon
ce que je disais tout à l'heure, hein, entre les élèves, entre les familles, etc., et qui accroissent les inégalités, donc qui rendent difficile un peu notre tâche de freiner ces inégalités-là. Alors, j'aimerais d'abord vous demander, mais quelles sont-elles selon ce que vous avez pu, la lecture que vous faites dans votre milieu, quelles sont-elles, ces inégalités-là, et comment elles se manifestent dans votre milieu, dans le milieu de l'éducation en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et plus particulièrement peut-être dans votre école, dans votre milieu où vous travaillez. Merci. On pourrait commencer peut-être, on pourra varier, mais peut-être peut-on commencer d'abord avec Mélanie, Mélanie Landry. Oui, m'entendez-vous comme il faut? Donc, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'enseigne dans une école au Nouveau-Brunswick de milieu rural, au secondaire. Donc, nous ici, au niveau rural, puis là, je peux comparer parce que j'enseigne à 1 heure de chez nous, qui est un milieu urbain. Donc, mes enfants vont en milieu urbain dans des écoles et moi, j'enseigne en milieu rural. C'est pas tous les élèves qui ont une connexion Internet, une connexion qui est fiable, comme vous l'avez mentionné. À la maison, il y a certains élèves aussi qui n'ont pas du tout accès. Donc, quand on enseigne en ligne, on voit nos élèves, on a des plus petits groupes, on les voit, on les a divisés en 2, donc groupe A et groupe B, qu'on voit en alternance. Mais ça fait quand même, au départ, quand on a commencé ça, on a jonglé avec beaucoup de pépins technologiques parce que les appareils électroniques étaient désuets ou il fallait en acheter d'autres. Les parents ont dû en acheter, s'en procurer. Le gouvernement nous avait attribué aux parents qui avaient pas les ressources nécessaires, leur avait attribué des portables qui sont arrivés fin septembre, début octobre. Donc, on avait déjà 1 mois de commencer, 1 mois et demi de commencer d'école. Puis, les enfants avaient toujours pas leur portable. Donc, c'était copie-papier. Donc, ils ont pris du retard pour s'approprier les différentes plateformes qu'on utilisait, dont Teams. Le district scolaire accordait des systèmes MiFi aux élèves qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir les connexions. Mais ces connexions-là, des fois, ne sont pas nécessairement fiables non plus, donc ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'il y avait des écarts là aussi, les élèves qui en avaient versus les autres. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent assurer les suivis à la maison par rapport au progrès des élèves parce qu'il y en a qui travaillent. Donc, souvent, nous, au secondaire, c'est des élèves un peu plus vieux qui peuvent se garder eux-mêmes. Mais à la maison, on n'a pas le contrôle de ce qu'ils font, même si on leur demande d'être connectés. Des fois, ils sont complètement déconnectés de la réalité aussi. Les portables ne sont pas tous performants au même niveau non plus parce que c'était à la discrétion des parents de leur en fournir. En fait, il y a des portables qui sont beaucoup plus lents que d'autres. Donc, ça crée des inégalités à ce niveau-là, au niveau de la vitesse de l'apprentissage, puis des téléchargements, tout ça. Tous les élèves ne sont pas autonomes non plus. Il y a certains élèves qui devraient être ici à tous les jours. On en a identifié, mais on ne les a pas tous identifiés. Il y en a qui sont tombés dans les cracks. C'est malheureux, mais à la maison, ça ne va pas toujours non plus. Fait qu'on assiste aussi à des décrocheurs qui sont plus décrochés que jamais parce que pour eux autres, la moitié du temps, ils sont à la maison, puis il n'y a pas toujours de suivi qui est fait, soit de la part des parents. Des fois, les enseignants, ils se connectent, mais on ne sait pas s'ils font vraiment leur travail ou non. Quand on va vérifier, ben, c'est leur mot contre le nôtre, mais des fois, il y a un manque à ce niveau-là. On parle aussi de personnes avec des maladies mentales. En milieu rural, il y a beaucoup de jeunes qui sont à risque. On avait beaucoup d'élèves qui étaient anxieux, puis on en a de plus en plus. Donc, c'est un peu plus difficile d'aller les atteindre, d'aller les chercher, puis de leur parler régulièrement. Pour eux autres, c'était une porte de sortie. On est une petite école, fait que souvent les enseignants agissent en tant que psychologues aussi, sans formation, là, juste pour jaser, là. Mais on est là pour les écouter, mais là, on est là un petit peu moins présent pour eux autres parce qu'ils sont à demi-temps à l'école. Puis, c'est certain aussi que les personnes ne sont pas toujours à l'aise avec la technologie. Il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés que d'autres à s'approprier la technologie. Les parents ne sont pas là non plus pour les appuyer parce qu'ils ne connaissent pas ça non plus, parce que même nous, en tant qu'enseignants, il a fallu suivre des formations pour vraiment les appuyer davantage avec les plateformes. Donc, ça crée des inégalités
à cet endroit-là. Puis même si on compare par les années passées, ça crée une inégalité aussi parce qu'il y en a il y en a qui ont reçu l'éducation complète versus on fait ce qu'on peut. C'est quand même un écart. Puis, pas au niveau d'éducation, mais étant donné qu'on a séparé les deux groupes, groupe A et groupe B, je suis monitrice du comité des finissants, puis j'ai remarqué que les finissants, c'était vraiment divisé en groupes. Donc, il y a des conflits à l'intérieur des groupes comme tels. Ça crée des frustrations. Ils sentent qu'ils sont un peu mis à part. Puis, en tout cas, il y a tout l'aspect il y a tout l'aspect de la socialisation aussi qui est là, là. Mais pour les finissants, c'est un gros aspect négatif aussi dans leur vie, là. Fait que pas juste par rapport à l'éducation, mais par rapport à la santé mentale et sociale. Merci beaucoup, Mélanie. On pourra varier là, les tours de parole, mais peut-être maintenant, peut-être je peux inviter Julie à prendre la suite. Oui, eh bien, comme tu disais, Nathalie, la perspective là, de groupe média TFO, c'est surtout en termes de créateurs et fournisseurs, diffuseurs de contenu, d'apprentissage numérique. On a aussi un rôle un peu d'accompagnement. Donc, avec nos plateformes, Idelo, avec 12 000 ressources numériques en ligne, surtout pour les plus jeunes, mais quand même, on fait de la maternelle à la 12e année. Et notre plateforme d'apprentissage de la lecture, Bookily, on était déjà un partenaire, je dirais, pour l'éducation en termes d'apprentissage numérique dans la francophonie en milieu minoritaire. Évidemment, en Ontario, mais une grosse clientèle à l'extérieur de l'Ontario aussi, Manitoba, Nouveau-Brunswick, un peu partout au Canada, en fait. Et on a évidemment remarqué les grandes inégalités, je dirais presque en deux phases, en fait, là, mais elles étaient là quand même. Mais c'est certain que la première phase, là, le printemps, ce qui ressortait beaucoup comme inégalité, évidemment, pour nous, c'était toute la question de l'accès aux technologies, donc accès aux appareils, accès Internet et tout ça. Donc, beaucoup de demandes de la part des familles pour des contenus, est-ce qu'on peut télécharger vos contenus, tout ça. Donc, beaucoup de demandes reliées à ça. Aussi, ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est des différences, ben, tu le mentionnais beaucoup, Nathalie, puis Mélanie aussi, là, mais en termes des besoins des élèves, c'est certain qu'un élève du secondaire, quand on parle d'apprentissage numérique, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas la même, évidemment, autonomie, pas besoin de le dire, là, mais face au contenu en apprentissage numérique. Et nous, depuis plusieurs années, ce qu'on essayait d'apporter, c'était toute l'interaction entre l'élève et entre l'enfant et son parent, ou l'élève et l'enseignant dans l'utilisation des ressources. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait une vidéo éducative, bien, nous, ce qu'on proposait, c'était des activités d'exploitation de cette vidéo-là, mais toujours en favorisant l'interaction entre l'élève ou entre l'enfant et son parent, par exemple, pour stimuler l'apprentissage de la langue et tout ça. Et là, je dirais que c'est ressorti beaucoup où, justement, les parents n'avaient peut-être pas le temps, cherchaient beaucoup plus des ressources que les élèves pouvaient utiliser de façon autonome le plus longtemps possible. Donc, il y a eu on a remarqué vraiment un changement et inégalité, peut-être pas inégalité en termes socio-économiques, mais certainement en termes de disponibilité d'un parent versus non-disponibilité des parents. Donc, ça, c'était un élément qui ressortait, qui ressortait beaucoup. Donc, évidemment, ce qu'on a appelé la diversité cognitive, là aussi, là, les différents niveaux, les différents besoins des enfants qui se retrouvaient là, dans la première période, dans la première phase, beaucoup plus avec le parent, donc peut-être moins bien équipé justement pour accompagner des élèves en difficulté, et que
les propositions de Groupe Média TFO pour l'utilisation ou l'exploitation de ces contenus numériques-là n'étaient peut-être pas nécessairement suffisamment adaptés. Donc ça, c'était des éléments qui sont ressortis. Puis dans la deuxième phase, bien évidemment, je vais en reparler un peu plus tard, mais on a eu le temps de s'adapter puis d'essayer de répondre à ce besoin-là. Mais ce qu'on a constaté comme peut-être une surcharge pour les parents dans la première phase, on l'a constaté comme une surcharge pour les enseignants dans la deuxième phase. Donc, par exemple, on offre beaucoup de webinaires ben, avant la pandémie, c'était beaucoup aussi des ateliers en personne dans les écoles, mais on a rapidement transféré en mode webinaire. Donc, on offrait beaucoup de webinaires aux enseignants, très peu de webinaires aux parents, et on a vu dans la première phase vraiment l'intérêt des parents pour ces webinaires-là. Et quand on parle, encore une fois, on parle d'inégalité ou de différence, c'est des parents qui amenaient leur enfant dans le webinaire et qui espéraient que, dans le fond, que le webinaire soit pour leur enfant et non pas pour eux. Donc, on s'est finalement un peu adapté, puis on a commencé à offrir des petits webinaires pour les enfants. Mais donc, cette surcharge-là pour les parents, on l'a vu vraiment par rapport aux enseignants. Beaucoup d'enseignants qui étaient intéressés à nos ressources et qui interagissaient avec nous et qui suivaient les webinaires jusqu'au début de l'année scolaire, septembre. Et à partir de l'année scolaire, il y a eu une chute incroyable et on entendait ça beaucoup de la part des enseignants, cette surcharge, cette impression d'en avoir beaucoup et de vouloir répondre à tous les besoins. Donc, je pense que les inégalités chez les enfants se sont fait. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ça s'est beaucoup répercuté sur les enseignants, ce désir de vouloir répondre à tous ces besoins-là et d'en donner de façon équitable à tous les élèves, à tous les enfants. On a pu le constater dans une surcharge au niveau des enseignants. Mais ça revient quand même, ce qu'on a observé par la nature de ce qu'on fait, évidemment, comme c'est du numérique, les inégalités très importantes au niveau des technologies, là, de l'accès à la technologie. Merci, Julie. On voit à quel point vous devez vous adapter très rapidement. C'est une question de quelques mois. C'est intéressant aussi de voir cette surcharge-là qui bouge d'un groupe vers l'autre, des parents vers les enseignants, les attentes qui sont quand même importantes. Est-ce que peut-être je peux inviter Sylvie Tremblay maintenant à partager avec nous un petit peu une réponse à cette première question-là? Quelles sont les inégalités? Comment vous avez pu... comment elles se manifestent? Alors, bonjour à tous et à toutes, aux co-panélistes. Jusqu'à présent, je trouve que Nathalie, Mélanie et Julie ont fait un très bon tour d'horizon des grands enjeux. Je voudrais commencer peut-être première remarque de dire à quel point on sait que la pandémie, ça a testé la créativité, la résilience et la capacité d'adaptabilité de tout le monde dans le système d'éducation, en partant du tout petit qui peut se retrouver dans une garderie, dans une école, en passant par les élèves de l'élémentaire, nos ados au secondaire, dans le cas du CPO, nos apprenants adultes, les membres de notre personnel, nos cadres, les parents, nos partenaires. Alors, tout le monde y a goûté. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a peut-être déjà été dit, mais je vous dirais que jusqu'à présent, tout ce qui a été mentionné, ça fait beaucoup, il y a une très bonne résonance avec ce qui est la réalité dans nos écoles au CPO, qui est ici à Ottawa, mais qui couvre un très grand territoire de Hawkesbury à Trenton, de Cornwall à Pembroke. Alors, ça vous donne une idée de la grandeur de notre territoire, 44 écoles, 17 000 élèves. Alors, moi, je pense que ce que je voudrais ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est le constat, et on le savait, mais là, on le sait encore plus, je crois, à quel point le mode virtuel, ce n'est pas un mode qui répond aux besoins de tous les apprenants. Et puis, on y va avec, on y met le meilleur de nous-mêmes cette année. On est présentement en confinement, tout le monde fait de son mieux, mais on sait très bien qu'on ne répond pas aux besoins de chaque apprenant dans ce contexte-là.
Il faut reconnaître, puis j'ai beaucoup apprécié les commentaires de Julie par rapport à la surcharge qui est ressentie chez le personnel et probablement depuis les fêtes chez les parents également. Mais je me concentre sur le personnel enseignant pour dire qu'il faut reconnaître que le personnel enseignant est très engagé, veut faire tout ce qui est possible pour bien répondre aux besoins des élèves et des apprenants qui sont devant eux. Malheureusement, il faut reconnaître que le personnel enseignant n'a pas eu le temps et l'espace requis pour vraiment maîtriser pour adapter toutes leurs approches pédagogiques à ce nouveau contexte-là. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont... Moi, j'entends ça, je lis beaucoup différents propos sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont un peu partis pour la gloire avec le virtuel, puis je pense qu'il faut être prudent là-dedans. Je pense que le virtuel, ça répond à un profil d'apprenant, puis ça répond aussi aux besoins de famille et à des choix de parents. Mais règle générale, la pédagogie, elle est la plus efficace quand l'enseignant peut observer de façon tangible, concrète, régulièrement, comment un apprenant évolue dans son apprentissage. Puis c'est clair que dans une salle de classe, quand on est prof, j'ai été moi-même prof au secondaire, être capable de marcher la classe et d'observer quand les élèves sont au travail, soit individuellement ou en petits groupes, on a une approche beaucoup plus holistique par rapport à ces observations-là et ce qu'on entend, ce qu'on voit, ça nous permet d'adapter notre pédagogie pour répondre aux besoins de nos apprenants. En contexte virtuel, c'est possible, mais c'est un apprentissage, puis c'est probablement pas aussi fluide que quand on est en présentiel. Je pense aussi qu'il faut reconnaître que l'apprentissage, c'est un acte social. Et donc, c'est en échangeant puis en communiquant avec leurs pairs que les apprenants approfondissent leur apprentissage. Le contexte virtuel, ça permet de le faire. On a des profs qui ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour créer des petits groupes de discussion, mais on s'entend que ça ne se fait pas de façon aussi intense et aussi efficace que ça peut se faire en présentiel. Je pense aussi qu'on a un lien à faire avec la réalité des enfants, des ados, des apprenants adultes. Présentement, ils sont chez eux. Et chacun vit une réalité qui est très différente. Puis le contexte familial dans lequel se retrouve un enfant ou un ado a beaucoup, beaucoup d'impact sur sa capacité d'apprendre. Alors, évidemment, il y a les choses très évidentes telles que nos élèves qui ont des besoins particuliers, qui nécessitent un appui beaucoup plus soutenu de façon, pour certains, presque constante. L'appui, il est en place, mais il n'a pas la même intensité et la même efficacité que si on est en présentiel. Moi, une des choses qui m'a beaucoup marquée dans le moment de la pandémie, puis j'ai jasé avec des élèves, j'ai jasé avec des parents, des membres du personnel, c'est à quel point aussi on peut être un enfant allumé, on peut aimer l'école, on peut se sentir bien, mais si dans le contexte familial, on a un frère ou une sœur, on a un parent qui vit des défis au niveau de sa santé mentale, ça a un impact très, très, très important. Alors, certains de ces enfants-là, d'eux-mêmes, vont bien, mais l'environnement dans lequel ils se trouvent fait en sorte que ça vient leur poser certains défis par rapport à leur état d'esprit pour être capable de vivre l'aventure d'apprentissage que leur propose leur prof. Puis évidemment, dans certains contextes familiaux, chez nos familles qui vivent des enjeux là, de nature socio-économique, l'espace en soi devient un enjeu. Alors, on a beaucoup parlé tantôt de l'accès à des dispositifs électroniques et à l'Internet, mais il faut aussi comprendre l'espace dans lequel on est. Si on n'est pas capable de s'enfermer dans une pièce et d'avoir un peu une bulle autour de soi, c'est difficile de rester concentré et engagé dans son apprentissage quand il y a beaucoup de distractions autour. Puis j'aime toujours prendre mon exemple très personnel. Moi, je suis mère d'une adolescente de 15 ans et demi. Mon mari est enseignant. Alors, tous les trois, là, on est ensemble à la maison depuis le 4 janvier. Puis on a dû s'adapter. Ça a pris à peu près 3 jours là, pour qu'on trouve la formule où tout le monde était capable de faire ce qu'il avait à faire sans que l'un dérange l'autre
et ainsi de suite. Alors, on le sait très bien qu'on a des familles nombreuses qui vivent dans des appartements avec peu de pièces. Et là, pour ces enfants et ces ados-là, on ajoute une autre couche de complexité. Puis enfin, je pense qu'il faut reconnaître la fameuse conciliation travail-famille, et pour les parents et pour les employés. Ça devient également un enjeu qui a un impact chez nos élèves. Les parents ont certainement, ce ne sont pas des profs, la majorité d'entre eux. Deux, n'ont pas nécessairement le temps, l'énergie, la capacité de venir accompagner leur enfant qui peut-être est un peu moins autonome, organisé. Alors ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il ne faut jamais perdre de vue que le personnel enseignant, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont également parents, certains avec des jeunes enfants, et ils se retrouvent à être obligés de porter 2 chapeaux en même temps, ce qui a, au bout du compte, je crois, un impact sur nos élèves, puis ça peut venir amplifier certaines inégalités qui sont là pour des raisons contextuelles. Merci. Merci Sylvie, très intéressant. Donc, avec l'école à la maison, c'est ça, des élèves peuvent perdre un peu cet échappatoire qui leur permettait d'aller à l'école et de vivre dans quelques heures dans un autre milieu. Et là, maintenant, ils sont toujours très, très intéressants, Sylvie. Donc, maintenant, j'inviterai peut-être notre deuxième Sylvie, c'est Sylvie Petrowski. Bonjour tout le monde. Donc, je crois vraiment que tout a été dit. Je n'ai plus rien à dire. J'apprécie les commentaires de mes co-panélistes. Je pense qu'ils ont apporté de très bons points. Donc, peut-être, moi, si je peux prendre puis regarder un thème plus englobant, dans le sens que on sait que la situation a fait en sorte que nous devons continuellement opérer dans un mode réactif. Puis pour moi, ça apporte un danger. On sait que les règlements, les directives nous arrivent de tout part, de tous côtés, rapidement, souvent à la dernière minute. Donc, on n'a pas le choix. On est forcé de devoir agir rapidement. Puis malheureusement, il n'y reste plus de temps pour la réflexion. Donc, par conséquent, on manque souvent l'opportunité de voir tous les angles de la situation. Donc, évidemment, ceci cause des inégalités. Si je poursuis, je pense qu'on a déjà parlé au niveau du service Internet, les outils technologiques. Évidemment, ça a été un défi. Puis pour nos parents aussi, bien qu'on ait été capable de déployer nos outils puis qu'on ait été capable de s'organiser en leur remettant des défis, il y avait toute cette question-là où est-ce qu'ils n'étaient pas à l'aise, eux non plus, avec la technologie, donc ne pouvaient pas appuyer leurs enfants à la maison. Et puis, si je pense, on a parlé, on a fait allusion à nos élèves à besoins particuliers, puis tous ceux qui ont des défis au niveau de la santé mentale. Ce service direct-là qu'on était capable d'offrir en présentiel, évidemment, pose un défi parce que c'est définitivement pas pareil en virtuel. Puis toute la question de tenter de faire les adaptations, les modifications, certainement pas évident. Puis aussi encore la question avec les parents qui n'ont pas nécessairement les habiletés pour justement appuyer à la maison auprès de leur enfant. Si je peux aussi, je pense à nos élèves, un grand défi, à nos élèves apprenant de la langue. Je pense, Nathalie, tu avais fait allusion que ces élèves-là, on sait qu'ils apprennent à travers les interactions entre élèves, à travers des situations non structurées, puis le fait qu'ils n'ont pas ces occasions-là, ça cause définitivement un défi dans l'apprentissage de la langue. Puis d'ailleurs, nous, on a constaté une exode de nos élèves vers les conseils scolaires anglophones, justement parce que nos parents ont cette peur de ne pas être capables d'appuyer leurs enfants dans leur cheminement académique. Donc, encore une fois, là, on voit cette inégalité-là. Nos élèves à risque, ça a déjà été mentionné aussi. Puis d'ailleurs, les recherches démontrent que les signalements de maltraitance d'enfants ont chuté pendant la fermeture des écoles.
Donc, ceci nous porte à conclure que ces élèves-là n'ont pas nécessairement reçu le soutien nécessaire. Donc, encore une très grande inégalité. Puis, un autre phénomène qu'on remarque, c'est nos élèves de la maternelle et du jardin d'enfants pour qui les parents ont décidé de les garder à la maison pour une autre année. Puis, on sait qu'à cet âge-là, toute la question d'apprentissage par le jeu, la socialisation sont des éléments essentiels au développement de l'enfant. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu ces apprentissages-là. Donc, si je pense aussi à l'apprentissage en virtuel, on a préparé nos écoles, mais on a passé des années, au-delà de 5 ans, à équiper puis à outiller le personnel à enseigner par l'entremise d'une pédagogie pour répondre aux compétences transférables, tout en mettant en évidence toute la question du décloisonnement des salles de classe. Mais là, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve au magistral en randonnant justement pour assurer la distanciation, éviter le va-et-vient. Donc, ça, c'est quand même un recul. Puis nos élèves qui sont en apprentissage à domicile à temps plein, on n'a aucune façon de voir si on répond adéquatement aux besoins de ces élèves, bien qu'on fait des check-ins, on vérifie auprès des parents, mais toute cette question d'isolement et d'habileté sociale et socio-affective, c'est définitivement en jeu. Donc, merci Sylvie, c'est des points très, très importants, notamment par rapport à cette question-là du recul, hein, de revenir à un apprentissage qui est moins interactif, qui est plus magistral, même avec des tout-petits, donc ça pose de sérieuses questions, ou encore quand vous disiez que certains vont passer plutôt, des familles vont opter pour l'école de langue anglaise de peur là, de ne pas être à la hauteur des suivis en tant que parent. Tout ça, ça pose de réelles questions. Donc maintenant, je donne la parole à la co-organisatrice de cet événement avec moi, Mona Paris, qui vous posera peut-être la deuxième question. Merci. Oui, donc je vais vous poser la deuxième question et puis je vais changer un petit peu l'ordre pour vos réponses. Là. Donc, vous y avez déjà touché un petit peu, mais on aimerait vous entendre un peu plus maintenant sur les réponses à ces inégalités. Donc, il y a différentes inégalités qui ont été identifiées et on aimerait savoir un peu comment vous avez tenté d'y répondre dans vos différents contextes et si vous avez mis en œuvre des moyens pour tenter d'éviter que ces inégalités se creusent davantage, donc des modes de prévention un petit peu pour, oui, donc c'est ça, pour que les inégalités ne deviennent pas encore plus marquées qu'elles ne sont maintenant. Donc, je vais peut-être commencer avec Sylvie Tremblay. Merci beaucoup, Mona. J'ai beaucoup aimé la formulation de la question qui est très nuancée en disant quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour tenter d'éviter que les inégalités se creusent. Parce que j'apprécie cette nuance-là du fait qu'une des analogies qu'on a beaucoup utilisées dans notre équipe depuis le mois de mars, c'est de dire, écoutez, on est en train de construire l'avion et il est déjà dans les airs en train de voler. Alors, il a fallu accepter que ce qu'on faisait, non seulement ce ne serait pas parfait, mais ce serait très incomplet. Et ça a été difficile parce que moi, j'œuvre dans des conseils scolaires en éducation depuis 28 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise à être pédagogue et à côtoyer d'autres pédagogues, c'est à quel point on ne veut jamais échapper un enfant ou un ado, on veut toujours être derrière eux. C'est ce qui donne le plus grand sens à notre travail comme pédagogue.
Donc, évidemment, oui, on a mis des choses en place. Il y a des choses évidentes, là, telles que la distribution de dispositifs électroniques aux élèves, aux familles qui en avaient besoin, les appareils pour avoir accès juste à l'Internet, parce que même si on est un conseil qui se situe dans la région d'Ottawa, on a sur notre territoire, il y a des trous par rapport à une bande passante adéquate pour ce genre d'activité-là. Je pense qu'un des enjeux auxquels on a voulu vraiment prendre le temps de bien réfléchir, ça a été toute la question du bien-être et de la santé mentale. On savait très bien, dès l'annonce du gouvernement, je ne me souviens plus exactement quand elle est arrivée, mais que les écoles resteraient fermées pour une période assez prolongée, on savait très bien que ça, c'était l'enjeu de fond auquel il fallait s'attaquer. Alors, comme certaines d'autres conseils scolaires, d'autres commissions scolaires, on a mis en place une stratégie où le personnel, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la période, le confinement de mars à juin, l'encadrement sur le rôle du personnel, enseignants et éducateurs dans les écoles n'était pas aussi clair qu'il peut ne l'être aujourd'hui avec la fameuse note politique et programme 164. Et donc, c'était de s'assurer que au moins à chaque semaine, le prof faisait un contact visuel et auditif avec ses élèves, avec le groupe d'élèves. Donc, nous, on est un conseil qui utilise la plateforme Google, alors on s'est servi de ça. Mais également, les messages qu'on a donnés au personnel enseignant, surtout, c'était de leur rappeler qu'ils étaient les personnes qui connaissaient le mieux leurs élèves dans l'école et ils savaient qui était peut-être à risque ou plus vulnérable, peu importe la raison, et on leur demandait d'ajouter une couche à ce contact-là avec leurs élèves. On a également, évidemment, mis en place on a réimaginé nos services en santé mentale et on est resté ouvert tout l'été. Les élèves, surtout les élèves du secondaire et les parents, pouvaient faire directement appel au service d'un travailleur social ou d'une travailleuse sociale pour du counseling, pour obtenir un coup de pouce là, si à un moment donné, là, on se sentait glisser dans un état de mal-être, surtout au plan mental. On a évidemment mis en place toutes sortes de ressources. Je pense que s'il y a une chose qu'on apprend de notre expérience, c'est que oui, il manque des ressources en santé mentale, il manque des ressources humaines, des personnes pour accompagner les enfants, les ados dans une démarche là, pour développer leurs compétences socio-émotionnelles. Mais des ressources papier, des choses à lire, des liens numériques, des vidéos, là, ça, il y en a à la tonne. Puis qu'à un moment donné, c'est de ne pas inonder les gens avec toutes ces ressources-là, mais être capable de les aiguiller vers là ou les quelques bonnes ressources en fonction du contexte et de l'état dans lequel ils sont. Puis on a compris rapidement également dans cette pandémie-là que oui, il fallait beaucoup s'occuper du bien-être et de la santé mentale des élèves, mais par ricochet, si on voulait être capable de faire ça, nos propres employés devaient avoir accès à des outils, à des ressources. Alors, on a mis à leur disposition une plateforme qui leur permettait d'aller chercher un appui ponctuel aux besoins parce qu'on comprenait très bien là, que tout le monde vivait quelque chose de difficile et de très, très, très inusité dans notre monde. Bon, évidemment, on a offert de la formation à tous nos employés, au personnel des écoles. Et dans cette première phase-là, là, je vous dirais, jusqu'à la rentrée scolaire au début septembre, bien, le focus a beaucoup été sur les 1001 mesures qu'on devait mettre en place pour limiter, réduire autant que faire se peut la propagation du virus. Puis on s'entend, là, moi j'étais une prof au secondaire en français et en histoire. Il y avait beaucoup à apprendre sur toutes les directives de santé publique et ministérielles. Sylvie y a fait allusion là, parce qu'on en recevait et d'une semaine à l'autre, les directives changeaient parfois. Puis on comprend. On était tous dans le même bateau en train de découvrir comment on gère un système scolaire en temps de pandémie. Mais je pense que personne de son vivant qui avait eu beaucoup d'expérience à faire une telle chose. Pour nos élèves ayant des besoins particuliers, puis pour nos élèves qui étaient peut-être dans des contextes
familiaux qui les rendaient un peu plus vulnérables, peu importe la raison. On a développé certaines initiatives à les porter à domicile avec les masques et de façon sécuritaire, évidemment. Des sacs à dos remplis de ressources et d'outils d'apprentissage et d'apprentissage par le jeu pour les tout-petits. Alors ça fait partie des choses que nous avons faites. Puis je veux laisser de quoi à dire à mes collègues du panel. Je terminerai en disant également qu'on a poursuivi de façon assez intensive notre travail avec nos partenaires communautaires, parce que s'il est une chose qui est devenue évidente dans les premières semaines de la pandémie, c'est que les besoins primaires là, de la pyramide de Maslow, c'est ce qui primait avant tout. Alors, on n'a qu'à penser à quel point nous, pour le programme des petits déjeuners dans nos écoles, là, combien ça a dû se réinventer, parce qu'on avait des enfants qui, à l'école, avaient besoin notamment de ce programme de petits déjeuners-là pour assurer un certain niveau et une certaine qualité de nutrition. Mais là, ils étaient chez eux, puis on ne voulait pas les abandonner. Alors, on a des partenaires qui ont été extraordinaires. Le programme a été réimaginé pour qu'on s'assure de répondre à ces besoins primaires-là de nos élèves et de nos ados. Je m'arrête maintenant. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et puis, je pense que j'ai envie de passer au Nouveau-Brunswick pour voir ce que Mélanie aurait à nous dire à ce propos. Moi, c'est certain que c'est d'un point de vue enseignement. Puis, elle a pas mal, Madame Sylvie a pas mal couvert les aspects qu'on a vécu du mois de mars à aller jusqu'au mois de septembre, à la rentrée, dans le fond. À savoir, on devait être en contact avec nos élèves au moins une fois par semaine, ici aussi, pour s'assurer de leur mieux-être. On avait ciblé des élèves à risque, on devait communiquer avec eux. Chaque enseignant avait choisi les élèves qui étaient le plus à l'aise, qui avaient un bon lien avec, pour être capable d'aller les chercher. On a suivi de la formation qu'on n'a pas nécessairement été en mesure de s'approprier avant de rentrer. J'ai aimé l'exemple de l'avion qui était en train de voler, mais qui était encore en construction. C'est exactement, on se sent encore comme ça, puis ça fait déjà un semestre d'alchimie qui vient de s'écouler. Mais en termes d'enseignement, présentement, il y a beaucoup de sondages aux parents et aux élèves qui ont été faits pour vérifier, donner nouveaux courriels, le meilleur moyen de vous rejoindre s'il y avait quelque chose qui devait arriver, la façon la plus simple pour vous contacter si vous aviez certaines difficultés. Puis en début d'année, on a pris le temps de jaser avec eux. On s'est pas mis la tête devant dans la matière du début. On s'est donné le temps de bien prendre le pouls de nos élèves, s'assurer qu'ils étaient bien, que la rentrée se déroulait bien, ce qu'ils avaient vécu, s'ils avaient besoin d'en parler, leurs défis, puis tout ça. Prendre le temps de les écouter. Puis on le fait encore. On va à un mode, oui, c'est un rythme rapide en enseignement, mais on prend quand même le temps de s'arrêter, de les écouter, de jaser avec eux. Puis je pense que c'est ça il y en a qui en ont besoin. J'essaie de faire preuve d'humour en classe. C'est un de mes... Oui, je ne suis pas toujours l'enseignante la plus sérieuse, mais je crois que les élèves apprécient ça, surtout parce que le français, c'est leur bête noire. Donc, si je peux me mettre debout sur un pupitre, je le ferais pour être capable de capter leur attention, puis peut-être avoir un petit sourire en français. Mais oui, faire preuve d'humour. On s'est adapté aussi travail copie-papier. Nous, on est, peut-être pas au Nouveau-Brunswick, mais dans mon école, dans notre district scolaire, on utilise surtout la plateforme Teams, pardon. Puis, mais on place toujours une copie version électronique. Puis, on a aussi une copie papier pour les élèves qui sont plus à l'aise avec l'écriture à la main, qui aiment encore le bon vieux papier-crayon. Pour qui la technologie ne répond pas nécessairement à leurs besoins ou qui ont encore de la difficulté à se brancher à une connexion fiable à la maison. Donc, il y a toujours les deux côtés. Il y a certains élèves qui bénéficient de tutorat supplémentaires pour être capables d'aller les chercher. Là, je pense surtout à ceux nos élèves qui sont anxieux,
qui sont décrochés puis qui ont de la difficulté à revenir à l'école. On les ramène un petit peu, un pas à la fois, mais avec du tutorat. On leur fournit le matériel nécessaire pour être capable de fonctionner. On leur demande, on va beaucoup être en communication avec eux. Je réponds à des courriels tard le soir. Il est rendu 9h30, 21h30, puis je réponds encore à des courriels. Je devrais peut-être pas parce que notre association ne le... on se donne une surcharge de travail, mais si l'élève prend la peine de faire son travail le soir puis qu'il a besoin d'aide ou qu'il y a une question, on le fait. On pense toujours à l'élève en premier. On a fait des ressources en ligne, on a fait des capsules, on s'est rendu vulnérables, nous aussi. On a fait de la différenciation puisqu'on a des petits groupes, étant donné qu'on est encore à l'école, mais qui sont divisés en groupes. Ça a donné la voix à certains qu'on n'entendait pas du tout, dans le sens où il y a des élèves qui sont un peu plus timides, ils sont toujours derrière la classe. Là, on les a devant nous, fait que ça leur laisse la chance de parler un peu plus. On va les chercher un peu parce qu'on les voit. Ils ne sont plus cachés derrière 29-30 élèves. On répond à leurs questions en ligne. L'enseignement se fait des fois conjointement, des fois on donne des choses à faire à la maison, on va se rendre disponible pour répondre à leurs questions en ligne en même temps que notre cours, mais certains groupes vont faire différentes choses à la maison versus à l'école. Parce qu'on a essayé à un moment donné de se connecter, mais des fois, ce n'est pas toujours évident, puis ce n'est pas toujours facile. On a une bonne équipe aussi. On s'aide beaucoup, les enseignants comme tels. Ça a développé une entraide parce que là, on n'avait pas seulement les mathématiques, le français. On a tous les mêmes défis, fait qu'on se consulte beaucoup, on s'entraide énormément. Ça a aidé un petit peu. Fait que c'est des choses qui nous appuient. Le district scolaire nous appuie également dans tout ça. Mais en gros, ce serait ça. On suggère des sites en ligne, on les dirige un petit peu, on les guide plus. On est plus un guide puis un accompagnateur à certains moments, puisqu'on n'est pas toujours en train de les enseigner. On ne peut pas toujours le faire de façon en personne. Merci. Je pense qu'on va tout de suite procéder. On va faire un retour en Ontario avec Sylvie Petroski, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, je pense qu'il y a des très bons points qui ont été apportés. Puis, j'aime toujours là, cette analogie-là que Sylvie a apportée de la construction de l'avion quand on est en train de voler. Je pense qu'on a vu partout circuler sur les médias sociaux différentes illustrations de ceci. Je pense, en tout cas, c'est tellement, tellement, tellement vrai. Puis j'ajoute même à ça, je dis tout le temps au personnel, lorsqu'on se rend compte, si on regarde où est-ce qu'on était au mois de mars, puis où est-ce qu'on est maintenant. Puis je dis toujours, on a réussi à réinventer le système de l'éducation. C'est absolument incroyable, toutes les choses qui ont été accomplies dans peu de temps. Donc, si je peux peut-être retourner à ce mode réactif-là dont je parlais tantôt, puis d'être obligé de toujours être en train de réagir. Donc, pour contrer ceci, nous, on a fait des rencontres d'équipe journalières. Donc, une quinzaine de minutes le matin, on se rencontrait, puis c'était notre genre de check-in où est-ce qu'on s'assurait que les agents de supervision, ils avaient vérifié auprès de leur direction, les directions auprès du personnel, puis là, ça nous arrivait, puis on était capable de regarder les défis de l'heure pour être capable d'aller répondre. Donc, on a vraiment adopté cette approche d'être au service d'autrui. Donc, ça, c'est venu aider, puis ça nous permettait de faire, malgré petite, au moins une petite réflexion là, journalière. Puis aussi, on a des rencontres hebdomadaires pour traiter de questions un petit peu plus pointues. Puis, si je peux ajouter aussi, tout le partage qui a eu lieu entre les conseils, c'est absolument incroyable. Cette stratégie s'est avérée une stratégie gagnante. On est toutes, comme j'ai mentionné, appelées à réinventer le système de l'éducation. Donc, on peut puiser sur l'expertise des autres. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Il y a certaines personnes qui sont plus avancées ou qui ont abordé des questions avant que nous, on était obligés. Donc,
tout ce partage-là en conseil, je pense que c'est définitivement, on a tout à gagner aussi. Puis, nos équipes d'appui ont définitivement répondu aux besoins plus pointus, là, que ce soit des membres du personnel, des élèves, au niveau d'appui pédagogique, informatique, de l'appui même à nos parents. Donc, c'est plein de choses que nous avons mis en œuvre. Si je pense aussi, on a parlé de toute la question du service Internet. Nous, on a investi, on a acheté au-delà de 2300 outils pour justement répondre aux besoins. On a remis des MIFI aux familles qui avaient plus ou pas d'Internet à la maison. Et puis, on a aussi permis l'accès aux écoles pour le personnel pendant la fermeture, pour ceux qui n'avaient plus ou pas de service, pour justement être capable de poursuivre un enseignement de qualité. Et puis, pour, Sylvie l'a déjà mentionné, nos élèves à besoins particuliers, puis au niveau de la santé mentale, nous, on a offert des services pendant tout l'été aussi. Puis avant que l'école ouvre, une période de transition pour ces élèves-là, pour leur permettre d'aller voir, puis d'avoir un niveau de confort avant que tout le monde y arrive. Donc, ça, c'est quand même été une pratique gagnante. Puis, on a investi aussi énormément de temps à monter un site web pour le personnel, pour les élèves, pour les parents, avec toutes les ressources au niveau de la santé mentale. Et puis, comme mentionné tantôt, nos élèves apprenant de la langue, pour éviter justement cet exode-là, on a créé des trousses pour les parents. On a demandé, il y avait une personne responsable de communiquer de façon régulière auprès de ces parents-là pour tenter de les appuyer avec l'apprentissage à la maison, des trousses qui ont été faites. Donc, ça aussi, ça a été ça a porté fruit. Puis pour nos élèves à risque, évidemment, on poursuit les contacts de façon plus pointue, puis avec évidemment l'appui des services à l'élève, les services à la famille et l'enfance aussi. Donc, je pense que si on pense à l'apprentissage en présentiel, puis toute cette question-là de prendre un recul puis retourner au magistral, mais on a offert de l'appui au personnel justement pour apprendre à enseigner là, pendant la pandémie, puis des trucs peut-être pour utiliser les espaces de façon plus efficace au sein de la classe. Donc, notre journée pédagogique ciblée aussi sur l'enseignement et l'apprentissage, on a ciblé toute la question de technologie, les différentes plateformes, la santé, la sécurité. Donc, ce sont toutes des choses que nous avons mis en place justement pour répondre à ces besoins-là. Puis, pour nos élèves qui sont en enseignement à domicile, pour qui on n'a pas de contact, on s'est quand même donné la responsabilité de faire un contact assez régulièrement pour voir est-ce qu'on peut appuyer les parents, puis est-ce qu'il y a une façon, on a même offert que ces parents puissent avoir accès à nos écoles ou à l'école virtuelle pendant seulement l'enseignement de la littératie et la numératie, comme par exemple. Au lieu qu'ils soient obligés d'être là en virtuel à la journée longue, on a offert ce service-là. Puis d'ailleurs, on était capable d'aller recruter plusieurs familles de cette façon-là. Donc, c'est ça. Merci. Oui, en fait, c'est incroyable de penser tout ce qui s'est déjà fait depuis le mois de mars. Et ça a vraiment été une courbe d'apprentissage accélérée dans toutes les écoles et conseils scolaires. Et donc, là, je vais demander à Julie de prendre la parole en dernier. Merci, Mona. Eh bien, c'est certain que de notre côté, on a voulu répondre justement à toute cette diversité
de besoins, des nouveaux besoins qui émergeaient. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, de créativité de la part aussi des équipes à TFO, autant au niveau de l'équipe apprentissage numérique qui comprend là, des pédagogues, des enseignants, des anciens enseignants et beaucoup de parents aussi, mais aussi au niveau des équipes marketing, l'équipe de production, beaucoup. Donc, il y a eu cet engagement-là pour essayer d'être créatif puis voir comment on peut répondre aux différents besoins. Puis, un des éléments qui ressortait, on en a parlé un petit peu, c'est il y en a beaucoup de ressources. Les parents, les enseignants aussi, je pense, se sentent parfois un peu perdus dans toutes ces ressources-là. On a une belle plateforme Idelo avec 12 000 ressources, mais 12 000 ressources, c'est beaucoup quand il vient le temps de trouver. Donc, on a, ça, c'est un élément qu'on a pris en compte. On a proposé aux parents et évidemment les enseignants étaient libres de les utiliser aussi, mais le focus était sur les parents, proposer des listes de contenus, de vidéos aux parents avec, on a simplifié, donc parfois on avait des fiches pédagogiques où on proposait toutes sortes d'activités. Ça, c'était encore là, mais on a aussi voulu simplifier et on a axé sur les questions. Donc, on a une vidéo d'1 minute, une vidéo de 2 minutes. Voici une question de pensée critique ou voici une question de compréhension que vous pourriez poser à votre enfant et voici comment votre enfant pourrait répondre, soit par un dessin, soit par verbalement ou par écrit. Donc, on a voulu vraiment essayer de simplifier la vie des parents en faisant une agrégation, si on veut, de ressources et en proposant des activités très, très simples. Dans un deuxième temps, on a aussi, en consultation avec le ministère de l'Éducation et à leur demande, on a fait des liens entre tout ça et les programmes cadres de l'Ontario, le curriculum de l'Ontario, en quelque part pour appuyer là, la compréhension des parents sur les programmes cadres, qu'est-ce que mon enfant est en train d'apprendre, leur permettre peut-être ceux qui le voulaient d'approfondir, mais aussi peut-être pour rassurer que oui, mon enfant est devant un écran, oui, mon enfant est en train de regarder une vidéo, mais il apprend. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui était important. On s'est servi aussi de nos ressources pour, aussi drôle que ça puisse paraître, on s'est servi de l'apprentissage numérique pour essayer de réduire le temps d'écran. Parce que c'est certain qu'on était tous conscients que le temps d'écran des enfants était en croissance exponentielle. Et on avait quand même ce souci, là, comme je dis, avec les équipes de pédagogues, les demandes des parents, de réduire ce temps d'écran-là, puis d'amener les enfants à bouger, à interagir, tout ça. Donc, on a essayé de proposer justement des activités où, oui, il y a une vidéo de 30 secondes, mais après ça, on a peut-être une activité d'1 heure ou d'une demi-heure qu'on peut faire avec l'enfant. Donc, ça, c'était une préoccupation qu'on avait aussi. Au niveau de la créativité, je parlais tantôt des équipes de production. Il y a eu beaucoup de... Évidemment, on a fermé les studios à TFO. Il n'était plus question de faire des tournages dans la première phase. Ça a repris plus tard, mais au début, tout était fermé. Mais les artistes, les artisans, les animateurs, mais aussi les rédacteurs, les scripteurs, les producteurs, les réalisateurs ont quand même voulu contribuer. Et donc, ils se sont équipés rapidement, très rapidement, en dedans d'une semaine ou deux, avec des caméras à la maison. Ils faisaient leur propre maquillage, ils mettaient eux-mêmes leurs perruques, tout ça, et ils ont rédigé, ils ont tourné des capsules très spécifiques pour répondre aux différentes préoccupations. Évidemment, tout ce qui est de la question de sanitaire, lavage des mains, tout ça pour les petits. Donc, pour nous, c'est important de donner cette information-là aux enfants dans leur langue, avec leur accent, avec leurs référents culturels. Donc, c'est pour ça que les équipes de production ont vraiment voulu collaborer. Toute la question d'empathie aussi. Je donne l'exemple, on avait 2 personnages on a 2 personnages dans une émission Miniver qui sont deux personnes âgées, là, Mamie Gâteau et...
Monsieur Gédéon, j'avais oublié son nom. Et donc, on a créé des sketchs entre Mamie Gâteau et Monsieur Gédéon qui sont amoureux, mais qui ils vivent pas dans le même endroit. Donc, il y a eu vraiment une belle créativité pour amener des thématiques peut-être un peu difficiles pour des enfants de 4 à 7 ans là, autour de la pandémie. Donc, il y a eu toute cette créativité-là, si tu veux, si on veut, pour rejoindre les enfants, peu importe là, le milieu dans lequel ils étaient. Il y a eu aussi, donc je parlais de toute l'adaptation des activités d'apprentissage. Question d'inégalité aussi, évidemment, on a aboli les frais d'abonnement à nos plateformes éducatives parce que, oui, en Ontario, c'est gratuit, mais à l'extérieur de l'Ontario, ce sont des plateformes payantes. Donc, on a aboli les frais là, pour l'abonnement à ces plateformes-là pour les parents. Il y a même des provinces comme le Manitoba qui, lorsque c'est redevenu payant à l'automne, ils ont décidé d'acheter, de payer un petit forfait là, pour que tous les parents du Manitoba puissent continuer à utiliser les plateformes. Donc, il y a eu cette action-là aussi, qu'on a vu quand même ailleurs. Là. C'est pas unique à TFO, mais je pense qu'il y avait cette volonté de contribuer là, de certaines façons. Évidemment, de faire des campagnes pour faire découvrir toutes ces ressources, des ressources en français produites en Ontario, produites au Canada, produites par des francophones en milieu minoritaire qui tiennent compte de nos réalités culturelles, linguistiques et tout ça. Donc, on a vraiment essayé de mettre l'emphase sur la visibilité de ces ressources-là, autant auprès des parents qu'auprès des enseignants. Je parlais tout à l'heure de différenciation aussi. Malgré qu'on essayait d'en faire, ça faisait partie un peu quand on créait du matériel pédagogique, d'avoir des activités pédagogiques qui proposaient là, des pistes de différenciation. Mais on a voulu aller plus loin, donc on a fait un partenariat avec le Centre Jules Léger pour qu'il nous aide à créer vraiment des ressources d'accompagnement qui étaient beaucoup plus puissantes, si on veut, au niveau de la différenciation pédagogique. On s'est souvenu qu'on avait une chaîne télé. Donc, c'est certain que du côté de TFO, la naissance de TFO ou l'origine de TFO, c'est la chaîne télé, mais depuis plusieurs années, on est beaucoup sur le numérique. Puis je pense que c'est vraiment avec le monde de l'éducation qu'on a embarqué dans le numérique où il y a eu une époque où les gens enregistraient des émissions sur leur VHS et ensuite sur leur lecteur numérique et ensuite on est venu en ligne. Mais la télévision demeure une façon de diffuser nos contenus justement à peut-être des familles qui n'ont pas un accès Internet adéquat pour autant de visionnement. Donc, on a revu un peu notre programmation. On a appelé ça notre programmation ultra-éducative. C'est certain qu'on avait déjà une programmation éducative, mais on a revu ça un peu à la lumière des besoins qui étaient exprimés. On parlait beaucoup des grands besoins en littératie, en mathématiques. Donc, on a essayé de revoir un peu ça, mais on a aussi créé on a identifié ces émissions-là, encore une fois, que ce soit à travers les médias sociaux, à travers des petites brochures pour dire, ben telle émission, on va faire du français, on va faire des mathématiques pour les élèves de tel âge et tel âge. Donc, essayer d'accompagner un peu les auditeurs là, de la chaîne télé. Créer des petites capsules, je disais tout à l'heure, avec nos artistes, on appelle ça des interprogrammes, là, des toutes petites capsules pour parler de la pandémie, parler des mesures d'hygiène, parler de la santé mentale, essayer de faire interagir aussi les élèves, les enfants entre eux. Donc, on a essayé vraiment d'utiliser tous les outils qu'on avait à notre disposition pour je dirais, essayer de combler les besoins puis les inégalités qu'il pouvait y avoir qu'on avait observées. Et puis, ça se poursuit, évidemment, ça se poursuit. On est encore
notre équipe est encore en train d'améliorer, de créer des nouveaux contenus, des nouveaux produits. À l'automne, on a fait des focus group avec des jeunes un petit peu plus vieux, des élèves de 7e, 8e année, que souvent on appelle les mal-aimés ou les élèves qui sont un peu mis de côté parce qu'ils sont, en tout cas au niveau des médias, c'est souvent les élèves qui sont une cible difficile parce qu'ils ne sont pas encore des adultes, mais ne sont plus des enfants, tout ça. On a fait on a fait quelques focus groups pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils cherchaient. Puis évidemment, ce ne sera pas une surprise pour vous, ce qui ressortait beaucoup, c'est l'interaction. L'interactivité, toute l'interaction entre eux, avec les enseignants, oui, mais beaucoup d'interactions entre les élèves. Donc, on est en train d'essayer de créer des contenus qui répondent un peu plus à ces besoins-là. Donc, il y a une foule là, de différentes actions qu'on a prises pour tenter de répondre. Je pense que c'est important. Quand Sylvie mentionnait le mot « tenter », d'éviter les inégalités et tenter de répondre du mieux qu'on pouvait, on s'est dit qu'avec une batterie de différentes actions, on allait répondre à plus de besoins, finalement. Eh bien, c'est fascinant. Allez, vas-y, Nathalie. Ouais. Oui. C'est fascinant de vous entendre, de voir tout ce qui a pu être fait en quelques mois pour répondre à ces défis quand même majeurs. Je vois que le temps file, c'est très, très vite et je veux vraiment laisser la possibilité à ceux qui se sont joints au panel là, de poser leurs questions. Donc, peut-être je pourrais en poser une petite dernière, mais au lieu de répondre à tour de rôle, je vais vous laisser peut-être répondre si vous avez envie de répondre. Puis après ça, on passera tout de suite à la période de questions. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est un petit peu, vous avez parlé des moyens que vous avez entrepris pour essayer d'éviter que les inégalités ne s'accroissent. Mais comment voyez-vous aussi la réactivité des élèves, des jeunes, des familles? Y a-t-il des différences dans la façon dont les uns et les autres réagissent par rapport aux défis là, que pose la pandémie? Alors, si vous avez envie de répondre, je vous laisse libre de répondre. Puis ensuite de ça, on passera peut-être aux questions. Je vois qu'il y en a déjà qui s'ajoutent là, dans la boîte des conversations. Donc, peut-être cette question-là là, de la réactivité des jeunes, des familles, quelle lecture vous en faites? Oui, Sylvie, allez-y. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis là, c'est vraiment un commentaire personnel. Là. Je ne parle pas au nom de la grande équipe du CPO. Moi, ce que j'ai constaté à la fois dans ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle également, j'ai 3 sœurs qui habitent à Ottawa, qui ont toutes des enfants, des amis également. C'est à quel point, oui, il y a des enfants qui ont été anxieux, qui ont trouvé ça difficile, puis qu'on a dû bien préparer. Ça, c'est clair. Mais de manière générale, l'anxiété, l'inquiétude, les grandes préoccupations étaient celles des adultes. Et elles n'étaient pas toujours, puis je ne porte pas de jugement, mais je ne crois pas qu'elles étaient, même moi j'en ai eu de ces réactions-là comme parent, elles n'étaient pas toujours ancrées dans la raison et la logique, mais elles étaient beaucoup ancrées dans la peur. Puis, j'ai eu la chance de parler notamment avec un groupe d'élèves du secondaire là, dans le cadre d'une assemblée citoyenne étudiante. Puis, on fait juste voir à travers les questions qu'ils ont posées. Ils n'étaient pas du tout dans l'espace mental dans lequel on pensait nécessairement qu'ils y étaient, la majorité d'entre eux. Puis, en bout de ligne, moi, petit commentaire éditorial, mon passage à l'Université d'Ottawa pendant 3 ans à titre de directrice du service d'appui au succès scolaire m'a amené à voir à quel point dans le système scolaire petite enfance, 12e année, on avait besoin de repenser comment on travaillait pour développer les compétences socio-émotionnelles de nos élèves. Parce que j'ai vu ce que c'était quand on est étudiant, surtout de première année dans un milieu postsecondaire. On n'est pas toujours outillé pour faire face aux défis, aux obstacles qu'on rencontre. Puis là, ce que la pandémie m'a encore renforcé mon point de vue là-dessus, c'est de voir que même rendu une fois adulte, on n'a pas toujours le bagage socio-émotionnel pour faire face à l'adversité.
d'une façon qui nous permette de rester dans un état de bien-être minimal. Alors, moi, c'est mon seul commentaire. Moi, je demeure convaincue plus que jamais à quel point on a besoin de faire face à ce travail-là parce que nos enfants puis nos ados, là, ils sont résilients. Ils en ont une capacité à faire preuve à l'adversité, mais il y a quelque chose qui se passe au courant du fil de leur jeune vie qui fait en sorte qu'on perd en résilience. Et ça m'interpelle énormément. Intéressant, Sylvie. Alors, je ne sais pas si peut-être Julie, Mélanie ou Sylvie Petroski veulent rebondir par rapport à cette question-là de réactivité des élèves, des parents. Je peux peut-être ajouter, je suis entièrement d'accord avec ce que Sylvie apporte. Donc, ça m'amène à dire que une raison de plus de vouloir vraiment prendre soin de notre personnel parce que les élèves, ils ressentent tout ce qui se passe. Et puis, si le personnel n'est pas bien, les élèves, ça va avoir un impact sur les élèves. Donc, nous, on a misé beaucoup sur tenter d'appuyer notre personnel. Donc, super, super important. Mais je ne voudrais pas terminer non plus sans mentionner, tu sais, pour toutes les raisons, on le sait, oui, les craintes, l'anxiété, le désengagement, on l'a vu, ça, c'est évident, une évidence de retard. Tout ceci, mais il ne faut pas oublier non plus que devant cette crise, on a aussi une opportunité. Puis, on a vu là, des rapprochements relationnels absolument incroyables. Tu sais, grâce à la merveille de la technologie, puis les appels vidéo, les personnes restent en contact régulier avec leur famille étendue, leurs amis, quoi que ce soit. Puis, on a aussi témoigné de toutes sortes de ressources culturelles en ligne qui sont maintenant gratuites. Je pense que Julie en a fait allusion aussi. Donc, l'autre jour, je voyais là, toute la création d'un zoo puis des aquariums. On ouvre nos portes pour les enfants. Donc, il y a définitivement des choses positives. Puis, évidemment, on a une grande réduction au niveau des rendez-vous personnels, professionnels. On ne voyage plus. Donc, tout ceci pour dire que le mode de vie familial est beaucoup plus détendu. Puis, définitivement, a un impact sur nos familles. Puis, si je peux dire, en dernier lieu, tous les actes de bonté puis de générosité qui ont eu lieu à travers cette pandémie ici, on a vu se répandre un peu partout un sens incroyable de la compassion puis du don de soi. Puis nombreux sont ceux qui ont fait preuve de bonté puis de générosité, qui n'hésitent pas à se sacrifier. Donc, on sait l'un des slogans qui a émergé tout au long de cette pandémie, c'est « Nous sommes tous ensemble dans cette situation-là », puis ça va bien aller au lieu de voir comme chacun pour soi. Donc, en tout cas, je voulais juste souligner ces aspects positifs-là qui en a découlé. Je pense que c'est important à noter. Merci, Sylvie. Alors, je ne sais pas si d'autres interventions par rapport à cette question-là. Sinon, on peut se tourner vers des questions. On a déjà Martin et ensuite Déborah qui aimeraient poser leurs questions. Je vous invite à ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro et poser votre question de vive voix. Pour les autres, si vous préférez, vous pouvez aussi l'écrire dans la boîte de conversation. Et je vois aussi Erika. Donc là, nous avons Martin, Déborah et Erika. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Merci à Mona pour l'organisation de cette conférence, ce cycle de conférences très intéressant où on voit, comment je dirais ça, de manière comparative les situations. C'est vraiment, on a là un florilège de la situation en comparaison. C'est vraiment, ça pourrait être le cœur d'un observatoire des pratiques éducationnelles, je crois, à venir, je l'espère du moins. J'ai deux questions. Une question, c'est deux questions une question plus pointue, une question large. La question pointue d'abord, pointue, c'est-à-dire, on sait que dans certains milieux minoritaires, en Ontario notamment, l'école est très importante pour la pratique du français.
Est-ce qu'en temps de COVID, il y a eu, selon vous, des difficultés plus grandes, d'une certaine façon, à faire exister le fait français, ou est-ce que ça a renouvelé des pratiques? C'est une première question. La deuxième, c'est une question plus large, et même vous allez tous l'aimer, toutes l'aimer, pardon. C'est qu'est-ce qui va rester de la pratique technologique une fois la COVID passée? Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous aimerait répondre à cette question. Peut-être une ou deux personnes, peut-être, qui pourraient répondre. Moi, je peux peut-être prendre la deuxième question. Qu'est-ce qui va rester? Beaucoup d'apprentissage qui va rester chez nous à TFO. Beaucoup de belles idées qui ont été exploitées, des idées plus pérennes que d'autres. Je dois dire que bon, TFO, par exemple, fait partie des médias publics francophones, des médias francophones publics, donc un groupe de médias publics francophones partout au monde. Et il y a eu des échanges justement sur des pratiques et tout ça. Et donc, beaucoup d'apprentissage qui va rester. Donc, puis une sensibilisation aux différentes réalités qui étaient peut-être moins là auparavant. Je ne vais pas trop prendre de temps parce que je sais que le temps est compté, là, mais je dirais que ce qui va rester, c'est beaucoup de beaux projets, des apprentissages et une grande sensibilisation aux besoins et justement aux inégalités. Merci, Julie. Peut-être, Sylvie, est-ce que vous voulez répondre au premier volet de la question? Oui, certainement. Je trouve que la question est effectivement très intéressante, à savoir, est-ce qu'en milieu minoritaire, il a été plus difficile de faire vivre le fait français? Moi, je vais répondre, ça dépend. Ça dépend de plusieurs variables. Et je suis certaine que dans des familles exogames qui ont peut-être un réseau personnel et familial plus restreint, sans doute que ça va avoir eu un impact important sur l'apprentissage de la langue pour ces enfants-là. Puis pour d'autres, je pense que, puis je reviens à tous les exemples que Julie nous a donnés par rapport à la contribution de TFO, les horizons vont s'être élargis énormément. Ce que je répondrais, puis ça va être une réponse indirecte à la question, alors M. Meunier n'appréciera peut-être pas, mais je vais le dire quand même. Je pense aussi qu'il faut se donner le temps, puis l'an prochain, ça va être une grosse année dans les écoles, partout sur la planète, selon moi, pour prendre la pleine mesure et la pleine appréciation de l'impact de cette pandémie-là sur l'apprentissage des élèves. Puis il va falloir que toutes les équipes consacrent des efforts et des énergies à faire ces constats-là pour être capable de voir ce qui devra être ajusté, adapté dans les programmes et dans les services et dans la pédagogie pour être capable d'aller chercher ces enfants et ces ados-là, là où ils seront rendus et les accompagner vers la prochaine étape. Et je ne crois pas que ça va être une étape de transition qui va se faire sur une simple année scolaire. On le sait, la recherche démontre à quel point les élèves qui ont des troubles d'apprentissage et d'autres difficultés de cette nature-là, des besoins particuliers, les retards vont peut-être être plus grands, se faire sentir. On a peut-être nos ados qui vont peut-être un peu mieux se tirer d'affaire, mais tout ça, ça reste à voir. Puis, si je peux parler rapidement au CPO, je pense qu'une des choses dont on est très, très fiers, c'est malgré tout ça, on est un conseil qui est reconnu pour sa présence et son engagement dans ces communautés. Alors, on a une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'agilité et de créativité et qui s'est tournée sur un dixaine, comme on dit en bon français, pour poursuivre toutes ces collaborations-là et ce rayonnement et ce réseautage-là communautaire de façon virtuelle. Alors, je m'en tiens à ça parce que je vois qu'il y a peut-être d'autres qui ont des choses à dire. Oui, il y a des questions qui s'ajoutent. Là, peut-être, il y a Déborah, ensuite il y a Erika et il y a Marie-Claude. Donc, on va prendre la question de Déborah. Je crois que oui, vous êtes là. Oui, bonjour. C'était juste une question. Je ne sais pas si ça se fait déjà ou si peut-être avec le temps, il y aurait de la place à le faire. Mais je me dis qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent comme frustrés, puis ils aimeraient un petit peu un appui
Puis je me demande s'il n'y a pas une façon de comme joindre des plus jeunes étudiants avec des étudiants qui auraient peut-être 3-4 ans de plus, comme pour vérifier avec eux par téléphone, par Internet, comment ça va. Puis je comprends que maintenant les enseignants puis les commissions scolaires sont débordés avec tout ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être, je comprends qu'il n'y a peut-être pas la place tout de suite pour la mettre en œuvre. Mais il me semble que ça donnerait aussi pour les élèves plus âgés, ça leur donnerait aussi la chance de se sentir utiles, eux aussi, Alors, c'était juste une question. Je voulais savoir si quelqu'un avait pensé à ça, si ça se fait déjà. Un petit peu comme les modèles grande sœur, grand frère, un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre, réagir aux commentaires? Je peux peut-être tenter de répondre. Donc, bien qu'on n'a pas nécessairement pensé à cette stratégie, nous avons définitivement des équipes au sein de nos écoles qui font justement des genres de check-in auprès de nos ados pour faire certain que tout va bien. Donc, aussitôt qu'on reconnaît un défi particulier, un manque d'engagement, n'importe quoi, on va faire un suivi pointu auprès de l'élève. Pour ce qui est d'avoir de façon virtuelle, ce n'est pas nécessairement évident de faire un jumelage. Il y a toute une question de confidentialité qui entre en jeu aussi. Donc ça, c'est un défi, malheureusement. Ça serait juste comme ça, c'est une idée, une très belle idée, mais il ne faut pas oublier toute la question de confidentialité, puis de partager les adresses courriels, de voir ce qui se passe dans un autre environnement. Donc, c'est définitivement un enjeu. Mais pour nous, définitivement, la seconde qu'on constate que nous avons un élève qui présente des défis, quoi que ce soit, il y a un service direct auprès de cet élève-là pour tenter de l'appuyer puis trouver autre solution qui pourrait peut-être lui permettre de s'engager davantage, que ce soit dans sa communauté ou dans son école. Oui, je trouve ça excellent. Vraiment, je trouve ça excellent. En même temps, je trouve que c'est pas la même chose. Puis je comprends qu'il y a des technicalités comme la confidence, pas de technicalité, mais comment le faire. Mais par exemple, une conversation par téléphone. Puis je trouve qu'il y aurait de la place à un moment donné pour offrir des petites formations aux élèves plus âgés. Moi, moi, je travaille déjà comme travailleuse sociale et j'accompagne parfois des personnes dans ma vie qui vivent cette période. Puis, anyway, c'est juste une idée. Puis, merci beaucoup, Déborah. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'ajoutent, donc excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est bon. Il y a maintenant Erika. Erika, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Je vais revenir sur un petit point de Mme Petrowski qui a parlé d'un exode qui a été constaté de certains élèves francophones vers des écoles anglophones parce que les parents auraient peur de ne pas être en mesure d'accompagner leurs enfants. Donc, je me demandais les autres intervenantes si vous aviez constaté quelque chose dans vos conseils scolaires, peut-être Mme Tremblay ou Mme Landry au Nouveau-Brunswick. Je vais prendre la parole, puis Mélanie, tu pourras y aller après. Écoutez, nous, à ce moment-ci, on n'est pas en mesure de faire ce genre de constat-là sur le territoire de notre conseil. C'est sûr qu'il y a eu, comme dans tous les conseils scolaires en province, parce que je ne connais pas la réalité ailleurs au Canada, un mouvement encore pas pleinement compris des élèves. Il y a une tonne de conseils scolaires qui ont reçu au sein de leurs édifices ou de leur école virtuelle moins d'élèves que prévu. Puis la grosse question, c'est où sont ces jeunes-là? Et on voit cette réalité-là tant du côté des conseils de langue française que des conseils de langue anglaise. Alors, au CPO, ce n'est pas, à notre avis, là, un enjeu qu'on a décelé encore à ce moment-ci. OK. C'est un peu la même chose ici. C'est un constat que dont je ne peux pas vraiment parler davantage. Je n'ai pas de chiffres en soi. Je sais que dans nos régions actuelles, c'est quand même bien, mais c'est le Nouveau-Brunswick, les écoles francophones qu'il y a, contrairement en Ontario ou autres, on est un milieu minoritaire, mais on est quand même beaucoup solidaire. Puis là, je suis pas
là, je veux pas dire Ontario aussi, probablement, c'est pas, mais dans le sens où on est quand même beaucoup de francophones, puis partout où on va, on peut se faire servir en français comme en anglais. Fait que je vois pas nécessairement un problème d'exode à ce niveau-là. Oui, parce que nos écoles, je veux dire, comme on parle français dans les corridors, on parle français, ça dépend des écoles, là, mais dans mon école, principalement, c'est pas un problème. Comme on n'est pas, on se sent pas assimilé nécessairement. C'est ça, les réalités sont différentes. Je vais prendre 2 dernières questions. Je suis désolée là, d'aller trop rapidement parce que chacune d'entre elles est très, très intéressante, mais comme le temps file. Donc, une de Marie-Claude et l'autre de Ampara. Merci Nathalie de me donner la parole. Félicitations Nathalie et Mona pour ce bel atelier. Merci à tous les panélistes pour nous permettre de mieux comprendre quel est votre travail, qu'est-ce que vous avez effectué. Puis c'est assez extraordinaire. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce que vit moi, mes collègues plus jeunes qui ont de jeunes enfants, mais aussi mes étudiants à l'université qui suivent mes cours en ligne et en même temps s'occupent des enfants autour d'eux. C'est un défi incroyable. Vous êtes toutes des femmes, j'imagine que ça veut dire quelque chose. Alors, je vais aller dans cette direction-là. On demande un effort supplémentaire aux parents, bien entendu, pour accompagner leurs enfants qui doivent rester à la maison, qui doivent essayer de terminer avec succès une année scolaire. Est-ce que ça repose entièrement sur les épaules des mères? Est-ce que les pères sont présents? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on l'entend? Ou si les femmes, c'est un surplus de tâches, encore une fois, qu'elles doivent faire du télétravail, éduquer leurs enfants et s'occuper de la vie domestique? Qui veut répondre à cette question? Je sais que Sylvie Tremblay et Julie sont un petit peu pressées, là. On est à la fin de ce panel, mais en tout cas, si vous pouvez encore rester quelques minutes, là, si une d'entre vous aimerait répondre à Marc-Claude, une très, très bonne question. Je peux répondre. Je suis mère de 3 enfants. Donc, une qui est au secondaire et les 2 autres au primaire, en première année et en 5e année, puis l'autre est finissante cette année. On doit se partager la tâche parce que sinon, ça ne serait pas évident. Donc, mon conjoint m'aide énormément. Je crois que lui, il s'occupe plus des soupers, la gastronomie culinaire et il m'accompagne beaucoup dans les tâches ménagères qui fait en sorte que je peux facilement m'asseoir avec les enfants et les aider, mais parfois, il n'y a pas le choix parce que je ne peux pas me séparer en 3, là, donc ma plus vieille est plus autonome, mais les 2 autres, chacun, on en prend, puis des fois, on fait un changement, mais on se donne un coup de main. Merci, Mélanie. Donc, une dernière question maintenant de Ampara. Merci beaucoup et je voudrais aussi vous féliciter pour cet extraordinaire travail que vous êtes en train de faire, de mettre en marche. C'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait depuis le mois de mars. Ma question, c'est un peu liée par rapport à ces commentaires qu'on a fait, comment l'éducation, c'est un acte social. Ça veut dire que les écoles aussi sont un centre de rencontres. Cet isolement qui s'est remonté dû à l'enseignement en ligne et virtuel a renforcé beaucoup la partie de engagement des jeunes dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a par rapport là des choses qui ont été faites pour guider, aider, accompagner et surtout protéger les jeunes et les enfants dans l'utilisation des réseaux sociaux? Je vois beaucoup de pratiques de discrimination et l'image est très déformée de l'être humain et des harcèlements, mais aussi on voit dans les réseaux sociaux un bon accompagnement et des choses très positives dans le développement individuel et sociaux. Mais le point, est-ce que avez-vous travaillé aussi dans ces côtés-là pour avoir dans ces milieux un outil
et qui soit constructif et positif. Merci. Merci pour la question. Alors, je ne sais pas si c'est Sylvie ou Mélanie qui aimerait répondre à cette question. Ben, je peux certainement partager. Donc, évidemment, on sait que c'est un défi qui se présente auprès de notre jeunesse. Donc, pour nous, nous avons élaboré un genre de guide sur l'utilisation efficace de la technologie. On a aussi rattaché à ce guide-là toute la question d'étiquette. Donc, étiquette technologique, puis toute une composante aussi sur la cybersécurité. Donc, c'est un code, un guide que nous avons monté. On avait déjà une ébauche pré-pandémie, mais on l'a vraiment mis en application une fois que la pandémie a débuté. Puis, c'est quelque chose qu'on demande auprès de notre personnel qui se doit de revoir ces critères, toutes les choses à l'intérieur du guide avec les élèves. Donc, ça devient un genre d'apprentissage en même temps. Puis, on partage aussi avec nos parents. Merci beaucoup, Sylvie. Je ne sais pas si Mélanie, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet-là. C'est sensiblement la même chose que Sylvie. Moi, ma réalité est au secondaire, donc ils ont déjà les médias sociaux entre les mains depuis, on ne parle pas du primaire. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation aussi au niveau du harcèlement, au niveau des commentaires, au niveau de l'utilisation qu'ils en font. Les membres de la GRC viennent souvent donner des conférences aussi, donner de l'appui pour certains cas ou même comme des choses qui devraient être à vérifier. En tant que parent, je reçois beaucoup de choses à vérifier. Quand on a reçu l'utilisation des technologies, on avait des politiques à lire, à signer, à remplir, à vérifier, s'assurer qu'on avait fait un suivi avec notre enfant pour qu'il comprenne que l'utilisation qu'il devait faire de ces technologies, c'était strictement pour l'apprentissage, puis qu'il y avait des choses à voir. Là, fait que, il y a quand même la sensibilisation qui est faite à ce niveau-là. Merci, Mélanie. C'est ça, encore là, hein, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est justement Sylvie qui en parlait, je crois. Il y a beaucoup de ressources aussi dans ce domaine-là. Donc, le rôle aussi, c'est d'aiguiller, hein, d'essayer de diriger les gens vers des ressources intéressantes à ce sujet-là aussi. Bien, maintenant, le moment est venu pour nous de vous remercier, les 4 panélistes, dont 2 nous ont déjà quittés parce que les horaires sont très chargés. C'est une réalité aussi de l'horaire en ligne, hein, des rencontres l'une après l'autre. Donc, merci beaucoup. Ça a été très intéressant d'en apprendre davantage sur les réalités vécues dans votre milieu par rapport à la pandémie et ses effets en éducation, notamment au niveau des inégalités. Donc, je me permets de vous remercier de tous ceux et celles qui se sont branchés pour participer à ce panel et en mon nom, évidemment, et aussi au nom de Mona Paré. Et maintenant, je passe la parole aussi à Éric qui pourra peut-être clore cette séance. Merci. Oui, merci à tous. C'était notre dernière rencontre sur ce cycle qu'on avait intitulé Covid-19 et francophonie. Mais il y a sûrement encore beaucoup de choses à dire, comme il y a des questions. Alors, à nous maintenant d'imaginer là avec notre équipe de chercheurs les prolongements de tout ça, d'autres formes de rencontres, parce qu'on a déjà évoqué, il va falloir évaluer, hein, une fois qu'on sera tous vaccinés ou presque, évaluer toutes les conséquences de ce qu'on vient de vivre. Merci encore à tous. Et merci de continuer à nous suivre et à bientôt.